Bienvenue dans le débat sartois, la nouvelle émission d'LMTV Sarthe proposée et pilotée par la rédaction d'LMTV chaque dernier samedi du mois. Un sujet qui vous concerne vraiment, vous les Sartois, avec en plateau des spécialistes et des acteurs de la question posée. Le premier sujet que nous vous proposons, la santé en Sarthe. La Sarthe, un désert médical, quelle solution? Depuis des années, nous sommes confrontés à ce phénomène de désertification médicale dans notre département qui en fait l'un des plus mal lotis de France. Manque de médecins libéraux et de spécialistes, difficulté à trouver des successeurs quand nos docteurs partent en retraite. Sachez que 40%, près de la moitié de nos médecins généralistes ont plus de 60 ans. La Sarthe n'attire pas les toubibs et ceux qui sont présents tentent, pour certains vaille que vaille, de trouver des solutions pour assurer ce qu'on appelle la continuité des soins, sans parler des urgences saturées, faute de médecine de ville, et des services régulièrement fermés dans les hôpitaux secondaires tels que le Bailleul ou la Ferté. Et vous comprendrez qu'il y a urgence à trouver des solutions concrètes pour la santé des Sartois. Le débat sartois, c'est tout de suite avec nos invités. Pour m'accompagner, Emmanuel Chevreul, expert, enseignant en fonctionnement des collectivités et nos débatteurs. Je vais commencer à ma gauche avec le docteur Bernard Richard, président de l'ADOPS 72, association chargée de la permanence des soins en Sarthe. Vous êtes également médecin généraliste. À vos côtés, le docteur Joël Pantier, médecin urgentiste, chef de service adjoint au SAMU 72, également directeur médical de crise et vice-président de la communauté médicale de l'hôpital du Mans, entre autres fonctions. En face de vous, monsieur Jean-Charles Breuillier, merci d'être avec nous, député de la 5e circonscription de la Sarthe et qui travaille depuis des années sur ces questions médicales. Et enfin, à vos côtés, je termine par la dame, c'est pas très poli de ma part, docteur Laure Artru, vice-présidente de l'Association des citoyens contre les déserts médicaux et également médecin spécialiste dans notre département. Quelques chiffres pour commencer, je ne vais pas tous les donner, vous les verrez régulièrement lors de ce débat. Le plus parlant peut-être, moins de 6 médecins pour 10 000 habitants en Sarthe, contre 13 000 par exemple pour 13 médecins pour 10 000 habitants. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, ça fait notre département, le 4e département de France, le moins bien doté en médecins. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, la première grande question, c'est: les Sartois ont-ils bien été soignés cet été? Et je me tourne vers vous, docteur Pantier, en tant que représentant des urgences du centre hospitalier du Mans. Comment ça s'est passé cet été? L'été a été très difficile, évidemment. Tout le monde en a bien conscience. On a une situation de pénurie médicale, mais aussi soignante, qui conduit à des fermetures de lits sur tous les sites publics et privés de notre département, qui conduit aussi à des fermetures de services d'urgence, de lignes de SMUR. Donc c'est extrêmement complexe. On a tenu après un effort finalement collectif comme ces étés passés, puisqu'on commence malheureusement à devenir des experts de l'adaptation, très clairement. On innove, on invente des solutions pour essayer de garantir réellement la possibilité des prises en charge des patients les plus graves, puisque notre première mission aux urgences dans les SAMU et dans les SMUR, c'est d'être garant de la bonne prise en charge des urgences vitales. Et ça, sur ce point-là, finalement, on ne dégrade pas la prise en charge, ça c'est très clair. Par contre, on a aussi tous ces soins non programmés qui inondent l'activité d'urgence. Et on va en discuter après. On comprend largement pourquoi, vu la difficulté aussi en ville. Et ces soins non programmés, on a décidé aussi de mettre en place des mesures de restriction parfois, puisqu'on est passé au tout régulé depuis un peu plus d'un an. Les patients ne peuvent plus spontanément venir vers les services d'urgence, mais ils doivent passer par le 15 avant de se rendre vers un service d'urgence. Justement, docteur Bernard Richard, en tant que président de l'ADOPS 72, vous avez mis ce système en place pour assurer la continuité des soins. Expliquez-nous concrètement comment ça fonctionne. Non, le système initial était mis en place pour assurer les gardes de nuit. Donc le soir de 20h à 24h, les week-ends, lorsque les cabinets médicaux sont fermés. Et lorsqu'il y a eu la crise Covid, le SAMU s'est retrouvé complètement débordé par les appels pour le Covid.
Les cabinets médicaux étaient vidés parce qu'il fallait d'abord appeler le 15 plutôt que de voir son médecin. Et donc, finalement, suite à un appel de Florence de Siron, on est venu aussi réguler en journée au SAMU. Et de là est venue la pérennisation de la régulation en journée, qui est devenue ce qu'on appelle maintenant le système d'accès aux soins, qui est une aide et surtout un partenariat ville-hôpital en journée pour essayer de trouver des solutions pour les malades qui sont sans médecin traitant. Ça fonctionne? Ça fonctionne plutôt pas mal. Alors il y a encore quelques carences parce que d'avoir des régulateurs qui quittent leurs cabinets médicaux pour venir au SAMU, c'est complexe. Si on est au SAMU, on travaille plus la veille, plus le lendemain. Là, on a 9 nouveaux régulateurs qui vont être formés dans un mois. Ce sont des atouts pour remplir le SAS, quoi. Moi, je fais ça. Pourquoi cet été, pourquoi les étés? C'est parce que il y a plus de soins, ce que vous disiez, d'actes non programmés, parce que les cabinets médicaux sont fermés. Alors, les médecins prennent peut-être des vacances. Il y a un phénomène estival, mais je pense aussi que l'attention est focalisée sur les étés, alors qu'aujourd'hui, très concrètement, on n'est plus dans un phénomène estival. On n'est plus non plus dans un phénomène hivernal. En fait, la saturation, elle est telle qu'on est sous tension toute l'année. L'été, c'est un petit peu renforcé par les congés. Et en fait, dans un système où on demande aux gens un peu plus chaque mois, on ne pourrait pas envisager de dire « en plus, on vous enlève vos vacances ». Donc, très concrètement, on donne les vacances au personnel qui le demande, modulo certaines règles, quand même restrictives, mais on donne globalement les vacances. Mais le prix à payer, c'est qu'on est encore plus en difficulté, effectivement, à ces périodes-là. Et et est-ce que si c'est lié, je pensais aux libéraux, aux vacances aussi des libéraux? Oui, ça concerne aussi les libéraux. C'est vrai que l'offre en ville se diminue parce qu'il faut bien qu'ils prennent des vacances. Donc ça se répercute sur le SAS et le centre 15, donc sur 117 et le centre 15, et ça se répercute aussi sur les services d'urgence, même si depuis qu'on a mis en place le tout régulé, on a quand même finalement diminué cette contrainte des patients qui ne sont pas urgents. Pour résumer, on a diminué de 100 à 120 passages par jour aux urgences en Sarthe depuis qu'on a mis en place le tout régulé. En Sarthe, on était à peu près à 500 passages par jour sur l'ensemble des sites d'urgence. Sur les 7 sites d'urgence, on a quasiment toutes les nuits 6 sites fermés. Donc il n'y a plus que le CHM qui est ouvert la nuit sur la plupart des nuits. Et malgré ça, on a réussi à tenir. Et comment? Probablement avec ce tout régulé. C'est-à-dire que 100 à 120 passages de moins par jour, qui sont en fait des sélections faites en régulation. Et on essaye de retirer les patients qui sont plutôt de médecine générale et qui avant étaient pris aux urgences parce qu'ils venaient spontanément, pour se concentrer sur les patients les plus lourds. Notre activité a augmenté de 8% seulement, j'ai envie de dire. Mais par contre, les malades que l'on accueille aujourd'hui, ils sont clairement sélectionnés, c'est les plus lourds. Et c'est notamment beaucoup de gériatrie et de patients lourds. La problématique, globalement, c'est parce qu'on manque de médecins. On manque de médecins, on manque de paramédicaux. Il ne faut pas oublier. Moi, ce terme de désert médical me dérange un peu. Je trouve que ça ampute une partie du problème. Je préfère parler de désert en santé. On manque de médecins, on manque d'infirmiers, on manque d'aides-soignants, on manque de kinés, on manque d'orthophonistes, on manque de tous les métiers de la santé. C'est la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec plus d'aides-soignants, plus d'infirmiers, on pourrait relancer des activités entières. En tout cas, dans le système hospitalier, je parle pour le système hospitalier. Donc c'est une réalité, on manque de tous les profils en santé. Monsieur le député Jean-Carl Grelier, ça fait des années qu'on sait que les professionnels de santé vieillissent, les médecins notamment vieillissent. On a remis en place, on a supprimé le numerus clausus qui a quand même impacté beaucoup cette démographie médicale. Il n'empêche, pourquoi on n'a pas vu la chose venir? On n'a pas vu la chose venir parce qu'on ne regarde pas depuis 25 ou 30 ans la santé sous le bon angle. Depuis 30 ans, depuis notamment les ordonnances Juppé en 1996, on ne considère la santé des Français que sous l'angle du coût. Et le seul moment d'ailleurs à l'Assemblée nationale où on parle de la santé des Français, c'est au moment où on vote la loi de financement de la sécurité sociale. Il n'y a jamais d'autre débat sur les questions de santé. Moi, j'appellerais de mes voeux un grand débat stratégique national tous les ans sur la santé des Français, où le gouvernement viendrait faire les propositions qui sont les siennes en termes de direction à suivre, et puis il y aurait un débat politique et chacun pourrait y aller de sa proposition. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, en fait, on est enfermé dans cette espèce de règle de l'annualité budgétaire où on nous fait croire qu'un monde émerge tous les ans le 1er janvier, qui viendrait à disparaître le 31 décembre, et puis le 1er janvier suivant, un nouveau monde apparaît qui fait totalement abstraction de ce qui s'est passé
les 12 mois précédents. Mais quand vous dites on, c'est qui? C'est les gouvernements successifs? C'est à la fois les gouvernements successifs. Vous savez, moi, j'ai sorti un essai sur la santé en 2020, je l'ai intitulé « Nous sommes tant trompés », parce que je pense que c'est une responsabilité qui est totalement collective. Et on a un mal fou aujourd'hui à faire changer ce paradigme-là. Le poids du ministère de la Santé est extrêmement fort, à telle enseigne même que, vous l'avez vu cet été, le ministère de la Santé vient de faire nommer ministre de la Santé l'un de ses hauts fonctionnaires. On n'avait jamais vu ça dans aucun ministère à ce jour. Imaginez un général qui deviendrait ministre des Armées. Ça n'est même pas envisageable. Et donc, on a un système qui est complètement refermé sur lui-même, avec des modes de fonctionnement qui ne lui permettent plus ni d'anticiper, ni de regarder ce qui va se passer. Souvenez-vous, il y a 15 ou 20 ans, les médecins qui sont autour de la table connaissent ça mieux que moi, à l'époque où on était persuadé que moins on aurait de médecins, moins ils feraient de prescriptions, et moins on aurait de trous à la sécurité sociale. 20 ans après, on n'a plus de médecins, mais on a toujours un déficit important de la sécurité sociale. Et donc, depuis 25 ou 30 ans, ce défaut de mise en perspective du système ne nous permet pas d'examiner les choses. Et puis, si vous regardez ce qui se passe sur les dernières années, il se trouve que de là où je suis aujourd'hui, j'ai cet avantage d'avoir un poste d'observateur un peu privilégié. On met des rustines. On passe son temps à mettre des sparadraps sur le système, mais on n'a pas de réforme de fond. On n'a pas de réforme de fond. Pour vous donner un exemple, Ségur de la santé était absolument indispensable. Reparler de la rémunération des soignants, et notamment des infirmiers et des aides-soignants à l'hôpital, c'était un impératif. Mais aujourd'hui, l'État investit chaque année 9 milliards d'euros dans la revalorisation de la rémunération des soignants. Il manquait 7 500 infirmiers à l'hôpital public avant le Ségur, il en manque 28 000 aujourd'hui. À quoi servent les 9 milliards d'euros qu'on mobilise tous les ans ? Ça veut dire que la problématique ne peut pas se régler que sous l'angle budgétaire et que sous l'angle financier, qu'il faut regarder les choses d'un peu plus loin. Il faudra qu'à un moment donné, on parle du niveau auquel on recrute les professionnels de santé. Il faudra qu'on reparle de la polyvalence à l'intérieur du monde de la santé. Il faudra qu'on reparle de la carrière des soignants. Dites à une aide-soignante aujourd'hui de 19 ans que pendant 43 ans, elle va faire le même boulot quasiment au même salaire. Ça n'est plus entendable. Et sincèrement, c'est légitime. C'est en train de se mettre en place, notamment sur nos territoires, avec les infirmières de pratique avancée, par exemple, et plein d'autres initiatives. Malgré tout, il y a un problème numérique. Aujourd'hui, on manque de médecins. Pourquoi manque-t-on de médecins et de soignants ? Oui, moi j'ai une question de soigner. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crise de la vocation ? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de changement, enfin c'est même une évidence, il n'y a pas un problème de changement de mentalité? On sait très bien aujourd'hui qu'un médecin ne travaille plus. Moi je suis enfant de médecin, mon père il bossait 12 heures par jour. C'est pas forcément ce qu'il a fait de mieux, mais je veux dire que, enfin professionnellement si, mais aujourd'hui mon médecin il bosse 6 heures par jour. C'est-à-dire moi si je veux avoir un rendez-vous, il faut que j'y aille entre 9h et midi ou entre 14h et 17h. Donc je peux pas. Donc est-ce que c'est pas... En fait, le problème, c'est pas qu'il faut pas 2 fois plus de médecins pour remplacer un médecin. Est-ce qu'il faut pas 2 médecins ? Artru. Je critique pas la nouvelle mentalité. Je pense qu'ils ont raison. Mais un petit mot. Il y a quand même un problème à la base, qui est quand même le problème de la répartition des médecins sur le territoire. Quoi qu'on en dise, on manque de généralistes partout, c'est un fait. En plein Paris, on manque de généralistes. Sauf que si vous avez mal au ventre, vous allez voir le gastro-entérologue. Si vous avez un problème de peau, vous aurez le dermatologue. Donc on s'en sort, entre guillemets, beaucoup mieux si on habite dans une grande ville où il y a beaucoup de spécialistes. Et d'ailleurs, comme vous le savez, les généralistes qui sont nouvellement formés sont habitués à être entourés de spécialistes. Quand vous arrivez dans la Sarthe et qu'il faut pleurer pour avoir un cardiologue, un dermato, un rhumato, ils n'ont pas envie, mais ils ont raison, parce que finalement, c'est une perte de chance pour leur exercice et probablement pour leurs patients. Donc, si on régulait, ne serait-ce que, je sais que c'est votre sujet suivant, et si on régulait, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui, ne serait-ce que le travail des spécialistes, on avancerait. C'est une évidence aujourd'hui. On pose la question aujourd'hui, Laure Artru, très concrètement, de la contrainte d'installation. Un sujet qu'on n'a pas abordé pendant des décennies, il faut bien le dire. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la question mérite d'être posée. C'est un sujet tabou et nous, dans notre association, moi je milite pour que ce sujet ne soit plus tabou. Or, à chaque fois qu'on parle d'un problème de médecins et de répartition sur le territoire, on parle de la régulation et ça n'est plus un sujet complètement tabou. Il y a eu une signature très récente des chirurgiens dentistes avec la caisse primaire d'assurance maladie pour accepter qu'il n'y ait pas une obligation de travailler là où on ne veut pas vivre. C'est insensé. Mais ne pas aller
où il y en a trop, où il y en a déjà suffisamment par rapport à d'autres territoires, ça se discute. Problème de la neurologie, combien à Tours, combien à Angers, combien au Mans en libéral? 3 à Le Mans, hein, et puis il y en a 10 à Tours et 12 Et comment à on explique Angers. ça? Mais comment on explique, comment est-ce que C'est un des cercle médecins... vertueux finalement? C'est un cercle vertueux, on ne sait pas si c'est vertueux, mais ces médecins qui s'installent et qui continuent à s'installer, pourquoi pas 15 dans quelques années d'un côté et 18 de l'autre? Je veux dire, il y a un moment, il y a un ordre des médecins qui doit mettre de l'ordre dans une profession qui a besoin d'avoir un tout petit peu d'ordre. Donc, on n'oblige pas, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller vivre là où il ne veut pas vivre. Mais on peut demander à un Angevin de prendre le TGV et de venir exercer la neurologie une journée par semaine, peut-être. Ça fait débat au sein de la profession, Et bien on peut sûr. peut-être aussi se poser la vraie question de la responsabilité des CHU dans les déserts médicaux. Vous regardez dans la région Pays de Loire, il y a 2 déserts médicaux, surtout c'est la Mayenne et la Sarthe. Les deux départements, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, sont 2 fois plus peuplés que la Sarthe et la Mayenne. Un jeune qui fait toute sa formation au CHU d'Angers va créer ses réseaux, sa famille, Il faut expliquer aux téléspectateurs qu'un CHU, c'est un centre hospitalier universitaire. Et nous avons en Sarthe un CHM, un centre hospitalier médical. Et donc, s'installera proche de là où il a fait toutes ses études. Lorsqu'il y a eu la première année de médecine qui a été créée au Mans, j'ai dit ça y est, ils ont enfin compris, c'est parti. Et il y aura la suite. Sauf qu'en deuxième année, les jeunes médecins en formation étaient cooptés par le CHU d'Angers pour ce qui nous concerne. Et donc s'installer sur Angers. Et qu'est-ce qu'il faut pour créer un CHU? Les études, mais c'est pas simplement créer un CHU, parce qu'on ne pourra pas démultiplier des CHU, ça ne marcherait pas. Ce qu'il faut, c'est innover pour que les formations puissent se décentraliser beaucoup plus. C'est ce qu'on essaye de mener, hein, notamment au CHM en lien avec la faculté d'Angers, puisqu'on a un doyen qui est sur cette vision plutôt territoriale de l'enseignement. Et on a les premiers professeurs qui se sont installés à l'hôpital du Mans ces dernières années, les premiers chefs de clinique, donc on commence à ce qu'on appelle universitariser notre territoire. Et je pense effectivement que c'est un enjeu majeur. Toutes les études le montrent, les étudiants s'installent ou exercent dans 30 km autour de leur faculté. Point, c'est logique. Ils passent 10 ans de leur vie sur un site. Au bout de 10 ans, ils créent tout leur réseau et leur demander d'aller ailleurs, ça n'a pas de sens. Et leur vie personnelle. Par contre, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on se rend compte qu'en travaillant sur des filières, en travaillant sur l'attractivité, sur le sens au travail, sur l'esprit d'équipe, sur les projets, on commence à voir des filières qui se reconstruisent. En tout cas, on l'observe très très bien sur la Sarthe, notamment au Bailleul, notamment au centre hospitalier du Mans, au sein du GHT. Il y a des filières qui repoussent. Qui repoussent, pourquoi ? Parce que les jeunes, certes, ont créé leur réseau sur Angers, mais ils peuvent être attirés par les projets, par le sens. Parce qu'aujourd'hui, cette génération, certes, elle travaille peut-être moins en volume d'heures. C'est une réalité, mais c'est une réalité internationale. C'est sociétal à l'échelle internationale. Mais par contre, cette génération, elle cherche du sens. Et pendant trop longtemps, elle a vu une génération qui ne mettait plus de sens et qui faisait beaucoup d'heures. Et ils disent, on veut pas de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est aller au travail et avoir du sens dans ce qu'on fait. Et donc, on les attirera avec des projets qui ont du sens. Et là, je recoupe avec ce que disait monsieur le député, là, je rejoins complètement. On a un système qui est complètement verrouillé, complètement centralisé. Tout se passe au ministère et tout est décentré des territoires. Et du coup, on a du mal à avoir une lecture politique de ce dont chaque territoire a besoin. Chaque territoire est différent. Et il faut redonner de la latitude aux acteurs de proposer des idées, être innovants, s'adapter à leur quotidien. Et c'est en allant vers ça qu'on retrouvera aussi des professionnels. Mais justement, moi, ce que je voulais... Attendez, excusez-moi, enfin, je me permets, si vous... Excusez-moi, moi, je voulais juste qu'on me réponde, mais vous l'avez en partie répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours autant de jeunes qui ont envie d'être médecins ? Bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est... Voilà, parce qu'on peut se douter. En même temps, regardez le parcours du combattant que c'est devenu. Ah, mais oui, c'est même pire que... Regardez qu'aujourd'hui, pour passer de première en deuxième année de médecine, la plupart des jeunes qui réussissent ont fait une année de préparation. Ça veut dire que pour avoir une année de prépa, il faut aussi avoir des parents qui soient en capacité à financer un an de prépa supplémentaire, un an dans une ville universitaire supplémentaire. Moi, je crois beaucoup. Enfin, je déposerai dans quelques jours sur le bureau de l'Assemblée nationale une loi de programmation en santé sur 5 ans pour essayer de se projeter un peu dans l'avenir. Alors 5 ans, c'est à la fois très long, très court. Il se trouve que c'est le calendrier politique habituel d'une loi de programmation. Mais l'idée, c'est qu'à un moment donné, on ramène effectivement ces jeunes sur leur territoire. Si demain, on pouvait faire son premier et son deuxième cycle d'études médicales, c'est-à-dire quasiment jusqu'à la 5e année en Sarthe, comme vous le disiez, docteur, très justement, à partir du moment où on a tissé son réseau
professionnel, son réseau amical, parfois aussi son réseau affectif dans un territoire, on y reste. Moi, je suis allé voir une expérimentation extrêmement riche en Ardèche, où le service des sapeurs-pompiers d'Ardèche a proposé à des étudiants de l'université de Lyon de venir servir tous les week-ends au sein des sapeurs-pompiers. Ils en ont attiré 45 et il y en a plus de 15 à 20 qui sont d'ores et déjà installés en Ardèche. Ce qui était un pari quasi impossible. Je suis allé il n'y a pas très longtemps en Ardèche dans un petit patelin, 16 virages en épingle à cheveux pour y parvenir, 7 jeunes médecins généralistes installés. C'est sûrement très joli. Voilà. Et là où je rejoins ce que disait le docteur Panetier très justement aussi, moi, ce que je constate de là où je suis, mais peut-être que les professionnels qui sont là diront le contraire, c'est que les médecins sont souvent les meilleurs ambassadeurs de leur métier. Et que, vous savez, moi j'ai été maire d'une petite ville de 10 000 habitants, la Ferté-Bernard. J'avais des médecins généralistes qui étaient là depuis très longtemps. Ils ont exercé pendant 40 ans. Ils ont accueilli des internes de médecine générale tous les 6 mois. Ils n'en ont pas gardé un seul. Je me suis toujours demandé pourquoi. Vous avez Je veux bien intervenir parce que si vous voulez, il y a un moment... Moi, j'entends attractivité, 50 000, machin, de l'argent. Pourquoi est-ce que quand on a sa vie familiale à Angers, quand on est médecin aujourd'hui, spécialiste, on est obligé de rester travailler là alors qu'on sait qu'à 80 km de là, il y a des gens qui ont des maladies qui ne sont pas diagnostiquées, dont l'espérance de vie va être réduite. Il y a une question d'éthique médicale là qui me dépasse. Parce que si vous voulez, le discours de M. Grelier, je l'entends depuis très longtemps, l'attractivité, très bien, la filière. Vous avez raison, il faut créer des écoles de médecine dans les territoires et arrêter d'avoir comme étudiants en médecine des citadins qui sont brillants et qui auraient fait aussi bien une école de commerce. Moi je pense qu'il faut être aujourd'hui actif, inventif et qu'il faut partager le travail. Nous, notre association, elle défend ça. C'est qu'aujourd'hui, si vous faites un coup de sifflet et que vous répartissez les médecins généralistes et spécialistes sur le territoire, vous en avez assez. Donc aujourd'hui, mer, montagne, soleil, métropole, grande ville, de fac, de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, mon patient sartois, moi qui viens dans mon bureau et qui est en perte de chance parce qu'il est en ALD, et M. Fato m'a bien déclaré dans un discours récent, qu'il y a 700 000 Français qui sont en ALD qui n'ont pas de médecin traitant. ALD, c'est-à-dire en maladie de longue durée. Le résultat aujourd'hui de aller vers 50 000 sur 700 000 ont trouvé un médecin traitant. On va attendre quoi ? On va attendre les AVC, les cancers dépassés. C'est ça. Il y a une urgence aujourd'hui. Et cette urgence, la filière, l'attractivité, tout ça, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait, qui fait quoi ? Qui est neurologue là ? Alors, il n'y a peut-être que 10 pour une ville, peut-être que ce n'est pas encore assez. Est-ce qu'au chiffre prochain, on demandera qu'il y ait une activité partagée ? Moi, en fait, c'est ça, c'est l'urgence. Vous qui portez à bout de bras le système de santé, parce que vous êtes des praticiens ici en Sarthe qui portez à bout de bras le système de santé. Est-ce que vous entendez ce que dit Laura Artru ? Moi, j'entends tout à fait. Et en plus, j'ai un vécu ces dernières années sur la répartition de médecins urgentistes, sur les infirmiers aussi. Enfin, la coercition et toute forme d'imposition ne fonctionnera pas. Ça, c'est une certitude. Mais les aides à l'installation ne fonctionnent pas non plus. Oui, mais parce que prise seule, elle ne fonctionne pas non plus. Moi, je pense que discuter sur la régulation des installations, c'est un vrai sujet. Effectivement, s'il y a encore des territoires qui sont s'il y a des territoires qui ont trop de professionnels, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça arrivera peut-être, il faut qu'on puisse éviter ça et qu'on puisse mieux répartir, mailler le territoire sur les différentes spécialités dont on a besoin, ça c'est certain. Par contre, on ne s'en sortira pas sans repartir du cœur du sujet, c'est le projet médical, les conditions d'exercice, c'est les conditions, maintenant les jeunes veulent aussi travailler en réseau, veulent travailler aussi en lien avec les paramédicaux. 72% des libéraux travaillent en collectif, en cabinet collectif, en Sarthe aujourd'hui. Monsieur le député, je veux savoir ce que la loi pourrait faire justement. Alors d'abord, est-ce qu'elle pourrait imposer j'imagine que vous allez me dire non, mais est-ce que pourrait imposer aux jeunes d'aller dans tel ou tel endroit ? Et qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre ? Comment on peut, vous parliez de coercition, vous disiez ça marche pas, je suis ok, je l'entends, mais comment quand même on peut pousser, faire en sorte que est-ce que la loi a un pouvoir dans ce la loi a des pouvoirs, mais qui sont des pouvoirs limités. Elle pourrait effectivement, le législateur pourrait se saisir de la proposition du docteur Artru de l'imposer partout. Le docteur Artru le sait, c'est un débat qu'on a déjà eu. Je ne crois pas à cette formule-là. Bon, peut-être que je me trompe et j'accepte d'admettre que peut-être je me trompe, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour plein de raisons qui sont celles que le docteur Panetier a évoquées et puis qui sont aussi celles qu'aujourd'hui, l'essentiel des postes qui sont disponibles, ils sont à l'hôpital. Et que si demain
impose de la coercition, on n'aura plus aucun libéraux à vouloir s'installer. Ils iront tous là où la vie l'aurait finalement le plus facile. Donc, on a ça. Et puis, on a ce principe, alors qui peut-être doit être remis en cause. Je sais que c'est le débat que couvre le docteur Artru avec son association, celui de la liberté d'installation des médecins. Est-ce qu'on doit laisser la liberté d'installation? Mais j'attire votre attention aussi sur parfois quelques faux amis. Il y a effectivement des endroits du territoire où numériquement les médecins sont beaucoup plus nombreux. Est-ce qu'ils sont plus accessibles à la population? C'est pas vrai. Moi, j'ai fait un tour quand je suis arrivé en 2017 à l'Assemblée nationale. J'ai appelé les médecins généralistes du 7e arrondissement, qui n'est pas un quartier très défavorisé de Paris, pour essayer de savoir si on me prenait en patientèle. Tous me prenaient en patientèle. Mais tous étaient déconventionnés. La consultation de médecine générale était entre 70 et 90 euros. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une médecine qui numériquement est effectivement très présente, mais qui pratiquement n'est pas accessible à toute une partie de la population. Est-ce que c'est pas là où la loi pourrait intervenir? Alors la loi pourrait intervenir, mais je vous rappelle que là, on n'est pas dans le domaine de la loi. En l'occurrence, si on veut réguler l'installation, c'est du ressort conventionnel, c'est à la Caisse nationale d'assurance maladie, ça échappe à la loi, c'est les professionnels de santé, ce sont les syndicats de médecins, c'est les ordres professionnels et la Caisse nationale d'assurance maladie qui doivent en débattre, plus que les parlementaires. On en débat à l'ordre. Exactement, et c'est exactement le fiasco de ce qui s'est passé avec la Convention. Alors, les aides à l'installation ne marchent pas, mais on en saupoudre partout. Donc ça ne marche pas. Par exemple, au dernier zonage, le Croisic est devenu zone déficitaire, alors que c'est entouré de zones surdenses. Les patients de tennis, de ballon apprécieront quand même. Et en ce qui concerne le fiasco de la Convention, 26,50, c'est 1,50 € d'augmentation sur les 5 dernières années jusqu'aux 5 suivantes, donc pour 10 ans. Alors que, dans le même temps, M. Fatome, directeur de la CNAM, de la Caisse nationale d'assurance maladie, signait la rémunération des infirmières en pratique avancée, ce qui a entraîné, entre guillemets, la fâcherie infirmière en pratique avancée médecine générale, plus chère, la cotation plus chère que pour les médecins, puisque une infirmière en pratique avancée, quand elle découvre un malade, est rémunérée 60, le médecin généraliste 25. Quand elle quand elle rencontre le malade une fois par trimestre, que ce soit en présentiel ou non présentiel, elle est rémunérée 30 €, le médecin généraliste 25. Cherchez le problème. À un moment, on va finir par dégoûter les futurs médecins, les futurs étudiants en médecine de devenir médecins. Raison pour laquelle les syndicats de médecins généralistes appellent à la grève le 13 octobre. Oui. Je le précise parce qu'effectivement, vous abordez ce sujet. Pour la revalorisation finalement de l'acte, enfin de la consultation plutôt, qui est à 25 € chez un généraliste. Il y a même des médecins qui ont passé le pas et qui maintenant font payer leurs malades 5 € parce que prennent 30 € au lieu de 25 au détriment du patient. Moi, j'ai pas envie de me fâcher avec mes patients, je préfère me fâcher avec l'État, avec les différentes lois, et je trouve que Monsieur Fatome ferait quand même bien de réfléchir sur quelle médecine il veut pour demain, sauf si c'est une médecine sans médecin. Juste une Un petite dernier précision. mot et c'est terminé. J'ai publié au mois de mars dernier un atlas des départements de France avec, département par département, toutes les aides qui étaient mises à disposition pour l'attractivité médicale. Ce que je peux vous dire, c'est que les aides financières ne sont plus la solution majoritaire. Tous les départements ont constaté cette espèce de nomadisme qui disait qu'on venait chercher 50 000 € en Sarthe, puis on allait chercher 50 000 € dans le Calvados, puis 50 000 € ailleurs. Tout ça, sincèrement, les départements sont en train de mettre un terme à ça, parce que ça coûtait très cher et que ça ne produisait aucun des résultats. Dernier mot, et on en a terminé. Un point important, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on s'écarte de l'objectif à moyen et à long terme. Je rejoins monsieur le député tout à l'heure sur sa proposition d'avoir un projet qui s'intègre sur plusieurs années. Notre problème, c'est qu'on règle on a des politiques de santé à 1 an. Il faut qu'on voit plus loin. Il faut qu'on revoie la prévention. Est-ce qu'on avait besoin autant de consultations? Est-ce que le fait qu'un patient consulte dès qu'il a un sentiment de besoin, on doit le maintenir dans le futur? Au SAS, dans nos régulations, pour des demandes d'urgence, on a plus de 75% qui finissent en conseil. Bah oui. Et ces patients-là, dans le système d'avant, ils auraient une consultation présentielle. Est-ce qu'on doit revenir vers ça? Donc oui, il y a une difficulté. Oui, il y a une pénurie médicale, c'est évident, et on paye le numerus clausus trop bas, mais dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on veut comme nouveau système? Et voilà, faisons attention. C'est un médecin urgentiste qui nous demande de voir à long terme. Merci, c'est très court. Merci d'être venu sur notre plateau les uns et les autres. Je pense qu'on va refaire un débat sur ces sujets-là, et plus long. Et je vous dis à bientôt sur LMTV.